Bonjour à tous. La liste Pays Guadeloupe peut-elle mettre en difficulté la majorité régionale sortante? Quel bilan fait-elle de la mandature écoulée depuis 2015? Où doivent se situer les vrais enjeux du pays pour les années à venir? Josette Borel-Lincertin, tête de liste de Pays Guadeloupe pour les régionales, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Josette Borel-Lincertin. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Présidente sortante du département, candidate, tête de liste donc pour les régionales sur la liste Pays Guadeloupe. Ça sous-entend que votre priorité c'est la région, beaucoup moins le département. Pas beaucoup moins, j'ai donné au conseil départemental et je profite de l'occasion pour dire pourquoi d'ailleurs je suis candidate aux deux élections pour enlever toute ambiguïté. J'ai été élue conseillère départementale du 3e canton des Abîmes. Donc avec un projet, avec des responsabilités, avec des engagements. Il m'appartenait de venir rendre compte, parce qu'avant d'être présidente, je suis conseillère départementale. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le 3e tour dans l'hémicycle du conseil départemental, où les conseillers élus élisent leur présidente. Ils m'ont fait donc, présidente, installée le 2 avril 2015. Mais cependant, je reste, et tout au long de cette mandature, j'ai été d'abord conseillère départementale du 3e canton. Je me devais de revenir. Je reviens avec un nouveau binôme, William Surdin, mais avec la même remplaçante, Marie-Corinne Lacascade, et M. Célinet, remplaçant de M. Surdin. Donc, il est normal que je vienne. Et vous pensez bien que je ne siégerai pas dans les deux assemblées. Élu au conseil régional, je passerai tout à fait naturellement, je dirais, le flambeau, parce que servir son pays, c'est passer le flambeau à Marie-Corinne Lacascade. Et puis au conseil régional, je crois que comme moi-même, beaucoup de Guadeloupéens ont subi, ont critiqué parfois, mais vraiment de façon feutrée, les conditions dans lesquelles la région Guadeloupe était conduite, les missions du conseil régional étaient exécutées. Oui. Donc là, vous avez anticipé sur ma question. Donc le bilan de l'équipe sortante à la région depuis 2015? Je ne dirai jamais que le président de région n'a rien fait. Il a fait certainement du mieux qu'il pouvait, mais je dis qu'il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de feuille de route, il n'y avait pas. On peut crier à longueur d'année que l'on aime la Guadeloupe, mais les preuves d'amour que l'on doit donner à son pays, c'est l'engagement. Essayer de répondre et de porter des solutions aux mots MAUX de la Guadeloupe. Et nous les connaissons. Nous savons par exemple l'eau, les déchets, le transport, le départ de nos jeunes, un certain nombre de priorités qu'il faut obligatoirement envisager, d'y porter solution. Oui. Quelle offre politique nouvelle porte Pays Guadeloupe? Pays Guadeloupe, je dirais, c'est, nous avons entendu pendant des années, tout va bien, c'est Ibon comme ça. Moi, je dirais que Pays Guadeloupe, c'est l'antidote contre Ibon comme ça. Il faut obligatoirement maintenant prendre à bras le corps. Comment voulez-vous qu'un pays avance, qu'un pays s'enrichisse, qu'un pays donne la vie à ses enfants si on n'a pas d'eau dans ses robinets? Si on a un transport qui est une vraie violence matin et midi et soir à ceux qui sortent de chez eux et qui veulent aller travailler ou aller faire des courses. Nous avons aussi les déchets qui vont certainement nous exploser parce qu'on n'a pas pris à bras le corps pendant les 5 ans le problème des déchets. Bien sûr, il y a 3 ou 4 mois, on a vu que brutalement on essayait de régler en créant l'agence transport, en essayant aussi de créer à la va-vite un certain nombre de déchets, mais c'est 4 ans ou 5 ans de perdus et il faut obligatoirement se dire quoi faire. Bien sûr, on me dira qu'il y a eu la période de la pandémie que nous vivons, nous n'en sommes pas encore sortis, mais nous savons très bien que bien avant 2020, de 2015 à 2019 ou encore au début de 2020, on a bien vu
qu'il n'y avait pas vraiment, ce que je dirais, ce dénominateur commun qui doit sous-tendre toutes nos actions, c'est-à-dire l'engagement, la volonté, la feuille de route. Ouais, donc vous êtes en train de dire que par exemple sur un dossier comme l'eau, on aurait dû aller beaucoup plus vite. Ah oui, dès mon arrivée en 2015, peut-être parce que je revenais d'une campagne sous mon canton où les gens me disaient « Mon Bourrelville, je ne veux pas ni de l'eau ». Et j'ai compris, ou encore quelqu'un qui m'a appelé un jour, m'a dit « Mon Bourrel, en cette terre, on ni de l'eau, elle sera bien laver les gens moins à 14 heures ». Donc cela veut dire que c'était une priorité. Ce n'est pas anodin de dire que l'eau c'est la vie. Quand on n'a pas d'eau dans son robinet, c'est vraiment, je dirais, impensable, inadmissible. Dès mon arrivée en 2015, j'ai essayé de continuer, bien sûr. Je ne suis pas de ceux qui disent que mes prédécesseurs n'ont rien fait. Jacques Gillot et Victorin Lurel avaient commencé le plan de secours numéro 1. Je l'ai amplifié. Nous avons eu plan de secours numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc très vite, les canalisations, par exemple, entre Trois-Rivières et les Saintes, entre Pointe-des-Châteaux et des Irades qui fuyaient depuis des années. J'ai fait venir des scaphandriers, on a réglé ce problème. Et puis, au-delà de résoudre ces problèmes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certainement, naturellement, nous avions la matière première, c'est-à-dire l'eau, nous avions des usines à mettre aux normes, à construire. Donc, j'ai, pendant ma mandature, rénové ou construit 8 usines. J'ai fait aussi 80 km de réseau. Et ce n'est pas ça seulement. Je dirais qu'il faut se dire, est-ce que nous sommes capables de régler ce problème de l'eau? Pendant les 5 ans, les 6 ans même, j'ai toujours dit que les talents guadeloupéens sont là. Ils sont au SIAG, ils sont dans les EPCI, ils sont là. Nous devons faire en sorte de détecter les fuites parce qu'on peut produire de l'eau et en perdre la moitié en chemin. La région Guadeloupe, bien sûr, m'a rejoint en janvier 2018. Mais au début, c'était de la com', avant que le président de région ne soit vraiment, je dirais, convaincu qu'il fallait qu'ensemble, c'est ensemble que nous allons résoudre avec les EPCI dont c'est la compétence. Donc je crois que nous avons fait un bout de chemin ensemble pour résoudre ce problème essentiel de l'eau. Oui. Et le SMO, c'était la meilleure solution? L'une des solutions, la meilleure selon moi, pas pour distribuer de l'eau, parce qu'il ne faut pas non plus tromper les Guadeloupéens en disant le SMO arrive et tout sera réglé. C'est une structure unique qui permettra EPCI, accompagné du conseil départemental, du conseil régional, et je dirais même de l'État. Parce que rappelez-vous, l'État avait promis, je crois, 400 millions. Chaque fois que je l'ai demandé, c'est vrai que mon homologue de la région voyait rouge. Si bien qu'il m'a dit un jour, c'est à balle rouge qu'il va tirer. Donc, il faut que l'État nous accompagne. Il faut sérieusement que l'État soit à nos côtés de façon à ce que nous puissions dire, avec le SMO, donc une structure unique de distribution, de production, mais à côté de ça, il faut faire en sorte que les réseaux soient entretenus, que les réseaux soient remis, je dirais, en ordre de distribution, capable de distribuer de l'eau dans nos foyers. En attendant, nous sommes victimes de la sécheresse, comme chaque année. Absolument. Je crois que quand vous regardez, par exemple, le barrage de Gachette, c'est étonnant. J'y suis allé il y a peut-être 3 semaines, il y avait encore de l'eau. Et puis quand vous allez, vous voyez bien que le niveau de l'eau a considérablement, je dirais, baissé. Mais je n'ai pas attendu. Nous avons poursuivi l'irrigation et nous avons à peu près, je dirais, fait plus de 20 km de réseau dans le Nord Grande Terre, parce que nous savons que c'est une terre de culture, c'est une terre où nous avons on fait du maraîchage. Donc je crois que nous avons accompagné, l'an dernier, on a distribué du fourrage, de l'alimentation. Je crois que j'ai interpellé aussi monsieur le préfet en lui disant qu'il faut réunir le comité sécheresse. Donc je crois que nous sommes en bonne voie pour encore cette année accompagner nos agriculteurs pour qu'ils ne soient pas dans la désespérance après la période Covid que nous vivons.
aujourd'hui. Une dernière question sur ce dossier de l'eau. Il est possible de le dépolitiser, ce dossier? Il doit être dépolitisé. Et si nous en sommes là, je peux vous assurer que j'ai parlé d'égoïsme territoriaux, chacun voulant son petit point précaré, défendant son territoire. C'est normal, mais je crois là, c'est un problème d'intérêt général et il faut obligatoirement, on y arrivera. J'ai tenu tête, par exemple, quand on a parlé de réquisition, j'ai dit au préfet de l'époque, je ne vais pas signer la réquisition parce que nous avons des talents, nous avons les compétences et nous pouvons le faire nous-mêmes. Et je crois que c'est vrai qu'on a confié l'ouvrage à une grande entreprise, peut-être que ça a été plus vite. Le préfet me l'a dit, d'ailleurs, vous avez vu, mais je crois qu'il est important de rappeler que les compétences de la Guadeloupe sont là et capables de faire bien. Quand vous entendez parler de contrat de gouvernance concertée? Ce contrat de gouvernance concertée, j'ai envoyé un courrier à monsieur le... Même pas, oui, j'ai fait un communiqué en disant que je ne comprends pas. Cela voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'aller... On est déjà élu. J'ai l'impression que la gouvernance se passe entre le conseil départemental. Très tôt d'ailleurs, je crois que le GUSR avait annoncé que nous allons avoir les deux collectivités. Et c'est pour cela que j'ai dit, si c'était vraiment quelque chose où l'intérêt général primait, on aurait dû signer entre nous, avec toutes les têtes de liste, de façon à ce que celui-là élu demain, celle-là élue dans une autre collectivité, on pourrait à ce moment-là parler de gouvernance. Mais je crois qu'avant de parler de gouvernance, il faut parler de projet. La loi Notré a vraiment scindé les responsabilités et les compétences de chaque collectivité. Sur des compétences particulières, on pourrait très bien se retrouver. D'ailleurs, l'une des propositions de ce contrat de gouvernance reprend exactement ce que j'avais proposé lors du congrès de 2019. On pourrait se dire quelles sont les compétences. Par exemple, j'avais même annoncé lycée-collège confié à une seule entité, les routes départementales ou régionales confiées à une autre collectivité. Mais ce qui est important, avant de parler de gouvernance, poursuivre ce qu'on avait abordé en congrès, arriver à dire quelles sont les compétences que nous voulons avoir chez nous. Mais on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec les EPCI, il faut le faire avec les deux collectivités, c'est-à-dire réunir le congrès, ce que le président de région n'a pas fait, pour continuer la proposition que j'avais faite d'un article 971 qui collerait le plus possible à nos ambitions pour la Guadeloupe et à nos compétences pour mieux arriver à quelque chose qui nous ressemble. Il est temps de faire évoluer nos institutions. Josette Borel-Incertain, 2003, c'est loin? 2003, c'est loin. Et même, par exemple, je parlerai de mon parti, puisque moi je suis rentré dans le parti quand en 2004, fin 2004, a beaucoup changé de logiciel, parce qu'il faut voir qu'il y a eu la loi MAPTAP, il y a eu la loi Notré, il y a eu donc des évolutions, et il nous faut profiter actuellement de l'engagement ou de la volonté du gouvernement pour pouvoir dire voilà ce que nous voulons, voilà comment nous voulons évoluer. Est-ce que nous voulons prendre par exemple la fiscalité? Est-ce que nous voulons mieux rapprocher la gouvernance du territoire? Comment faire en sorte que par exemple l'emploi local à compétences égales soit privilégié? Il y a tout cela que nous voulons obligatoirement, je dirais, rapatrier en Guadeloupe, avoir la possibilité de décider comme l'ont fait la Nouvelle-Calédonie par exemple. Il faut avancer et il faut vraiment, en dehors des périodes politiciennes, prendre le temps de discuter, de ne pas être d'accord, mais d'avancer pour que nous puissions aussi réconcilier les Guadeloupéens, parce qu'ils ne croient en nous, ils pensent que nous sommes, je dirais, on subit sans rien proposer, sans rien dire. En période électorale, on arrive et on imagine toutes sortes de propositions.
Je crois que l'ensemble des têtes de liste, par exemple, pourquoi après ne pas se retrouver, puisque chacun porte un projet, et puis y aller sans arrière-pensée. Très bien. Beaucoup de listes, justement, candidates, hein, cette année, un petit peu plus qu'en 2015. Comment faut-il l'interpréter? Qu'il y avait des choses à dire, que c'est très bien pour la démocratie. Ça montre bien que ce rendez-vous démocratique est important pour la Guadeloupe. Les jeunes qui conduisent une liste, les autres collègues qui ont voulu ou élus qui ont voulu marquer leur, je dirais, leur présence, là il y a aussi ça, marquer leur présence dans ce grand débat. Je crois que c'est la vitalité, excusez-moi, de la Guadeloupe qui est représentée dans cette campagne électorale. Et vous êtes déterminée, prête à vous engager sur une mandature complète? C'est une question qui revient souvent. Hein? C'est vous la tête de liste, vous n'êtes pas un cheval de Troie. Ah, pas du tout. Je crois que ça serait faire injure à mon intégrité et à l'intégrité de Victorin Lugel. Parce que c'est lui qui... Par exemple, j'ai fait une prise de parole et j'ai dit que... Et j'ai demandé à faire confiance à Victorin Lugel. J'ai ajouté à la préfète qui est notre ancienne préfète, j'ai ajouté Bernard Guillaume qui est sur ma liste, j'ai parlé de Loïc. Bon, on a coupé et on publie pour dire que j'ai dit faites confiance à Victorin Lugel. Et là, c'est complètement tronqué et ça laisse à penser que je serai cheval de Troie. Je ne veux pas l'être, je ne le serai pas. Et ma dignité, mon intégrité, mon honneur m'empêche de dire que je passerai la main. Victorin Lugel a choisi comme moi. D'ailleurs, il devait être le dernier de la liste. Je lui ai demandé d'être sur la liste parce que nous avons encore besoin de ses compétences. Et je dis nous parce que je suis rentré en politique en 2004 et j'ai appris à ses côtés. Je ne savais pas ce qu'était un conseiller régional en action. Au lendemain des élections, rappelez-vous, c'était surprenant, mais j'ai été trouver le monsieur le recteur, puisque j'étais chef d'établissement dans l'un des plus beaux établissements de Guadeloupe, Gerville-Riache, et je lui ai dit je ne pourrais pas respecter, ça serait manquer de respect et au personnel, et aux élèves et aux parents d'élèves, si j'avais un pied à Gerville-Riache et un pied en région. Pourtant, les deux sont tout près l'un de l'autre, mais je ne me voyais pas ne pas être dans l'établissement que je dirigeais. Donc aujourd'hui, je suis candidate, je vais accompagner un certain nombre de jeunes et j'ai parlé de transmission. S'il n'y a pas de problème de santé, mais j'irai jusqu'au bout de mon mandat. Mais vous savez, on peut avoir un problème de santé à 20, à 30, à 40, et je signale que j'aurai 80 ans le 12 août, je ne l'ai pas encore, mais on me donne 2 ou 3 ans de plus, donc j'irai au bout de mon mandat, à moins d'un problème de santé, et à moins que l'âge, je dirais que je suis encore alerte dans ma tête, peut-être que les autres diront non, mais n'empêche que c'est un combat que je veux mener, c'est un accompagnement que je veux faire, c'est une transmission que je veux faire. Très bien. Les principaux axes de votre programme, Josette Borel-Incertain, du programme de la liste Pays Guadeloupe? Je dirais les urgences. Les urgences, c'est, je dirais, ce qui fait défaut, et je l'ai déjà signalé, prendre à bras le corps le problème de l'eau, prendre à bras le corps le problème des déchets, prendre à bras le corps le problème des transports. Comment voulez-vous avoir un pays qui est complètement, je dirais, bloqué à des heures où on a besoin d'aller au travail, où on a besoin de déposer ses enfants à l'école, que ce soit au lycée, collège ou autre. Et de plus en plus, les gamins sont obligés parfois d'avoir aussi quand ils sont en BTS ou autre, une voiture. C'est indispensable que cette réflexion-là, on l'amène, je dirais, de façon sérieuse, de façon à ce que nous puissions essayer, mais je crois qu'on peut essayer au début, mais on ne pourra pas passer 5 ans à se dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Je prends par exemple le bus des maires dont on a parlé, qui était peut-être mais ça a été fait sans qu'il y ait vraiment une réflexion. Que fait-on quand on arrive à Jarry? Est-ce qu'il y a des navettes?
régulière qui pourrait prendre les passagers, les emmener, au retour les ramener. Et c'est là que la réflexion n'est pas allée jusqu'au bout et il faut qu'on arrête de faire des coups en politique. Il faut qu'on arrête de faire des coups parce que ça nous coûte beaucoup. Et puis, bien sûr, l'économie, nous sortons, quand nous sortirons, et j'espère qu'on sortira assez vite de la période Covid, nous aurons des entreprises qui souffrent beaucoup actuellement, mais ils auront par exemple à rembourser la garantie de l'État. On n'y pense pas, on pense qu'on ne devra pas rembourser les sommes qui ont été empruntées. Et je dirais, moi qui ai passé toute ma vie avec les jeunes, en leur disant allez faire vos études, mais n'oubliez pas de revenir dans votre pays. Nous avons un pays, et je crois que ça me donne l'occasion de dire, pas qu'il faut être pessimiste, mais il faut être réaliste. Notre pays aura, dans les années à venir, et pas très loin, dans 15 ans, ça sera la région où il y aura le plus grand nombre de personnes, disons-le avec élégance, de grand âge. Mais ces personnes-là, il y en aura qui n'auront jamais travaillé. Donc, ils devront être prises en charge par leurs enfants qui seront peut-être eux aussi chômeurs, qui n'auront pas travaillé. Et nous voyons que nos jeunes qui partent, alors je dis souvent que les familles, parfois les plus humbles, arrivent à faire partir leurs enfants, qui font des brillantes études. Et quand ils reviennent, ils sont désespérés, les gamins. Ils sont diplômés, on leur dit qu'ils sont trop diplômés, ah oui. Et ils repartent. Ils repartent pour faire peut-être la même chose dans l'Hexagone ou ailleurs. Alors comment inverser ça concrètement? C'est un vrai sujet. Les entreprises, je crois que l'entreprise, on a trop souvent pensé qu'il y a un conflit entreprise-agent. Je crois que l'entreprise doit pouvoir fonctionner normalement. Les donneurs d'ordre que nous sommes, il faut obligatoirement enclencher, je dirais, des appels d'offres pour que le travail soit au rendez-vous. Et quand le travail est au rendez-vous, on a donné les ordres de service. Quand les factures sont arrivées, les payer, comme je fais au conseil départemental, à moins de 30 jours. Ce n'est pas normal que, par exemple, une facture reste, vous rencontrez parfois des chefs d'entreprise qui me disent « Bon, Bourreli, raison, ou là, pourquoi faites-nous travail? Parce que j'ai une facture à tel endroit, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois. Les entreprises ne doivent pas être nos banquiers. Il faut obligatoirement qu'on arrive à ce que la fluidité aussi dans nos réactions soit aussi au rendez-vous pour permettre à ces entreprises de devenir des entreprises citoyennes capables d'embaucher les jeunes en contrat de professionnalisation, capables aussi de donner une chance à un jeune et ne pas laisser les jeunes. Je prends par exemple le cas de Lorella Rinson. Un jeune ne peut pas revenir diplômé chez elle. Elle arrive, quel que soit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'image de cette jeune qui arrive, diplômée, capable, je dirais, d'accompagner la culture guadeloupéenne, de faire connaître notre histoire, soit comme ça, mise sous la touche, ça fait mal et ça interpelle beaucoup. Donc il faut que nos jeunes reviennent, il faut quand ils reviennent, qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait intégrés, qu'on soit exigeant avec eux, mais qu'on reconnaisse leur talent et qu'on les accompagne à mieux s'intégrer chez nous. Il faut des mesures incitatives pour accélérer ce mouvement de retour de nos jeunes ou de maintien sur place? Je prends par exemple le cas du logement. On ne peut pas avoir un jeune, les jeunes de Guadeloupe ne pourront plus acheter un appartement ou avoir, comme on se disait avant de se marier, qu'est-ce qu'on disait avant? Le père vous disait, vous allez demander un mariage, est-ce que vous avez déjà une maison? C'était ça aussi la Guadeloupe. Et actuellement, c'est un appartement. Il faut obligatoirement que le logement soit plus accessible à ces jeunes qui nous reviennent. Il faut aussi que, comment je vous dirais ça, que la formation soit plus adaptée aux besoins de la Guadeloupe. Et il ne faut pas leurrer non plus les jeunes en leur disant, quand on parle des jeunes, il faut qu'ils retournent, etc. Nous savons très bien que nous ne pourrons pas tous les absorber. Mais nous devons leur dire, à compétence égale, je reprends, l'embauche locale,
est prioritaire. Nous avions un certain nombre, moi qui reviens de la région quand même, nous avions mis en place la PEDAG par exemple. La PEDAG, c'était un instrument qui permettait d'aller dans les entreprises, négocier avec les entreprises l'embauche d'un jeune. La PEDAG a disparu. Le CIJGUA, c'est le Centre d'information jeunesse Guadeloupe, disparu. L'école de la deuxième chance a aussi manqué. D'ailleurs, on peut d'un moment à l'autre supprimer l'agrément de l'école de la deuxième chance parce que ce que nous avions à l'époque envisagé pour cette école de la deuxième chance, qui a beaucoup fait pour les jeunes, les réconcilier avec eux-mêmes d'abord et puis les enclencher dans un parcours de professionnalisation. Et de même, les RSA que nous avons actuellement au conseil départemental, les gens pensent que les personnes qui sont des bénéficiaires du RSA, ils ont des ambitions, ils ont des projets, ils ont envie de se projeter. À nous d'abord de faire ce bilan avec chaque porteur de projet, voir un peu quelles sont les orientations possibles, les accompagner pour mieux les insérer. Très bien. Pour terminer, Josette Borel incertain, que dites-vous aux électeurs et électrices guadeloupéens? Je leur dirais que nous avons une belle liste avec des talents, avec des jeunes qui rentrent en politique pour la première fois et qui tremblent, je dirais certainement, en prenant la parole comme moi je l'ai fait en 2004, même si j'arrivais en fin de carrière, mais leur dire que cette belle liste est à leur service. Et j'ai dit aux jeunes qui m'accompagnent, réussir en politique, c'est servir. Servir avec rigueur, l'éthique, l'intégrité doit être, et je leur ai dit, j'ai traversé toute ma carrière avec cette boussole-là aussi, les valeurs que nous portons. Ces valeurs-là qui font le ciment du groupe que j'engage dans ce bataille-là, du 1er au 43e, puisque 43e, c'est Madame, notre sénatrice Victoire Jasmin, et vous savez combien elle est enthousiaste, combien elle s'intéresse à la vie de la Guadeloupe. Et elle est plus intéressée d'ailleurs que moi, parce que quand elle est, avant que je prenne connaissance parfois d'un événement, elle l'a déjà et elle réagit déjà. Donc voilà, c'est l'ancienne préfète, qui n'a pas fait de politique, je dirais, mais qui nous apporte à la fois sa connaissance des dossiers, cette envie de dire, j'ai donné à mon pays dans le cadre de ma vie active professionnelle, en tant que retraité, je peux encore apporter. Et puis les jeunes, je dirais, ceux qui sont là, de l'agriculteur à celui qui est inspecteur de jeunesse et sport, comme les Bernard Guillaume, comme l'est un certain nombre de Magali Marcin. Je dirais ce sont des jeunes qui sont engagés. Nous avons par exemple dans cette belle liste la France Insoumise avec cette volonté de coller le plus possible, Michel Tola, Nadège Montout, avec, je dirais, cette volonté-là et cette fraîcheur-là. Donc quand on regarde la liste, je crois que les Guadeloupéens doivent se dire, voilà la belle liste. Donnons-leur leur chance parce que, je dis, je conduis, j'accompagne, je vais tutorer et c'est ce que nous allons faire, nous les aînés. Josette Borel incertain, merci d'avoir été notre invitée dans cette émission. Merci à vous et votez et faites voter, je profite, dès le 20 parce que je pense qu'on peut dès le 20 être élu présidente de la région Guadeloupe. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir pour une nouvelle émission Franc-Parler spéciale élection régionale.